Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 6e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, pas d'interview d'invités dans nos locaux, mais une interview vidéo par notre confrère Alain Barito, du patron d'une start-up toulousaine, Christian Carl, qui est patron d'une start-up qui s'appelle Polestar, qui est spécialisée dans la géolocalisation indoor. Mais je laisse à nos spectateurs le temps de découvrir un peu plus tard cette vidéo. En attendant, je vous propose de passer en revue, comme chaque semaine, l'actualité du secteur, Guy. Alors, un premier thème qui a retenu votre attention, la montée en puissance de l'externalisation dans le secteur, avec une étude récente de Datafor, dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière, qui permet de mesurer un peu l'ampleur du phénomène. Oui, alors effectivement, c'est une étude qui a été commanditée par donc Datafor, dont on a parlé la semaine dernière, sur les tendances qui se font jour dans le domaine de la colocation de data center. Bon, évidemment, Datafor est un spécialiste de la colocation de data center, fait faire une étude sur la colocation de data center. Bon, mais enfin, c'est un cabinet indépendant. Donc, ce qui est important, évidemment, comme toute étude, il y a beaucoup de chiffres. On ne va pas en donner trop pour ne pas noyer nos auditeurs, mais c'est plutôt l'occasion de voir un peu les tendances. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est clairement, il y a une tendance vers la colocation, donc c'est-à-dire le transfert de data center en interne des entreprises vers des data centers qui sont gérés en colocation. Et donc, à cette occasion, donc, il y a quelques chiffres. Parmi les chiffres, donc, il est dit qu'il y a en rythme annuel 3,6% des data centers évoluent vers le cloud public d'un côté. Donc ça, c'est pas de la colocation de data center, mais c'est cloud public, donc c'est une chose. Et de l'autre côté, il y a 2,4% qui évoluent vers justement ces colocations de data center. Sachant que en fait, le cloud public alimente aussi le phénomène de colocation, puisque les acteurs du cloud eux-mêmes ont besoin de solutions de débordement et font appel, donc ils ont leur solution en propre, et eux-mêmes font appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir réguler un peu l'évolution de... Donc, ce qui veut dire que si on fait 3,6 plus 2,4, ça fait 6%. 6%, c'est en gros un phénomène d'externalisation. Et donc, si on fait 100%, on voit bien que si on maintenait ce rythme-là, en gros, d'ici une vingtaine d'années, l'ensemble de l'informatique serait externalisé. Bon, évidemment, il faut faire attention à ces chiffres. Les tendances d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les tendances de demain. Il peut y avoir des changements. Mais en tout cas, c'est un phénomène important. Et de ce point de vue-là, la France est... si on situe la France par rapport... alors, j'ai oublié de préciser, en fait, c'est l'IT européen. Les chiffres que j'ai donnés, c'est l'IT européen. Donc, c'est ça pour border un peu le périmètre. La France n'est pas très avancée dans ce domaine puisque elle est très très loin derrière tous les pays nordiques dont l'IT est largement déjà mis en place dans ce genre de data center, un peu en avance par rapport à l'Allemagne, donc ce qui est un peu surprenant. Et donc tout ça, en fait, il y a un autre élément, un autre chiffre qui est intéressant à dire, c'est que, qui a été donné dans le cadre de cette enquête, c'est que 3 DSI sur 4 sont favorables à des solutions de cloud hybride. Donc en gros, l'idée c'est de dire on garde notre propre data center pour ce qu'on veut garder, je dirais, dans nos propres bâtiments, parce qu'il y a toujours cette, même si on est dématérialisé, il y a toujours cet attachement au fait qu'on a de données chez nous, donc on a le sentiment d'être propriétaire, à la fois propriétaire et plus sécurisé, alors qu'en fait on sait très bien que finalement la réalité est un petit peu tout autre, et puis avoir en externe donc des solutions de cloud public et de pouvoir, je dirais, gérer
l'évolution de ses besoins en ressources informatiques en fonction de ces deux composantes. Et si on prend par exemple le cas d'un retailer, donc d'un distributeur en ligne, on comprend bien que c'est une activité qui est extrêmement saisonnière et que donc en fin d'année, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres réels en tête, mais on peut dire que peut-être dans les 3 derniers jours de décembre, on a 30% du chiffre d'affaires qui va se faire, et donc il y a toute l'informatique qui doit suivre, et donc il est évidemment tout à fait inutile d'avoir autant d'informatique calibrée pour cette activité-là, alors que le reste de l'année, on n'en fait pas grand-chose. Donc on comprend assez facilement. Logique, donc il y a un mouvement qui est lancé, on en comprend la logique, et donc, a priori, les choses devraient évoluer assez rapidement, sachant qu'on l'a déjà dit de nombreuses reprises. Pour l'instant, le marché de la colocation est extrêmement fragmenté, puisqu'il y a un acteur, c'est Equinix, qui fait plus de 10% du marché. Après, on tombe à moins de 10%, et c'est beaucoup de petits acteurs, mais enfin, c'est pas si petit que ça, sachant que c'est un marché qui est relativement dominé très capitalistique, dominé par les sociétés américaines. Donc, voilà où on en est. Et donc l'évolution vers le cloud hybride dont on parle, le Gartner avait été un des premiers à en parler, est en train de se matérialiser. Et c'est pas très surprenant. Si on avait fait un parallèle avec l'électricité, au début de l'électricité, on avait les entreprises qui avaient leur propre moteur électrique, et puis on a su transporter à moindre coût l'électricité. Donc tout d'un coup, on a décentralisé. Évidemment, il y a plus d'intelligence dans les données que dans l'électricité, mais on est en train de vivre un peu le même phénomène. Alors, on parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir, enfin, si un petit peu finalement à la marge, parce qu'on va encore parler de cloud, et on parle d'SAP avec une nouvelle offre ERP, justement, basée sur le fameux couple, si on peut dire, ANA ERP, mais qui est basé dans le cloud, cette fois-ci, si j'ai bien compris. Alors, ce n'est pas le couple infernal, on l'a bien compris, mais donc c'est effectivement, donc ça avait déjà été annoncé, mais c'est une évolution de la solution S4 ANA Cloud. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un ERP basé sur ANA, donc la solution in-memory de SAP dont on parle déjà depuis plusieurs années, et qui est disponible sur le cloud. Donc c'est la combinaison de tout ça. Donc qui a fait l'objet d'évolution, et donc SAP a donné une nouvelle roadmap, si on peut dire, pour ce produit. Et là, pour l'édition qui a été présentée par SAP, donc il y a une interface utilisateur qui a été rénovée, on en a déjà parlé, Fiori. C'est une tendance là aussi qui se fait jour chez pas mal d'éditeurs, c'est en fait de l'injection de technologies d'intelligence artificielle pour développer des assistants numériques pour faciliter l'utilisation de ces solutions. Donc qui sont quand même, rappelons-le, assez complexes. Qui sont quand même assez complexes, effectivement. Et puis, il y a pour ce produit-là, donc qui est sur le cloud, l'intégration avec les autres produits que SAP a racheté au fil du temps. Donc il y a par exemple SuccessFactors dans les RH, il y a Concur dans tout ce qui est voyage, gestion des voyages et des notes de frais. Il y a Ariba dans la gestion des achats, donc de quelques autres solutions. Et donc il y a une intégration qui est assez forte entre cette nouvelle solution cloud et puis les autres solutions cloud rachetées par SAP. Sachant que ces dernières étaient, elles, d'emblée vers le cloud. Donc, ce qui a permis à SAP d'évoluer vers le cloud plus rapidement, globalement, sachant que sa solution historique de RP, elle, n'est enfin, on sait bien, c'est une solution qui est en interne et dont l'évolution vers le cloud est extrêmement lente. Est lente, on va dire. Et donc, SAP maintenant a ces trois solutions ERP disponibles sur le cloud. Donc, on a S4 ANA Cloud. On se demande d'ailleurs où ils vont chercher les noms de leurs produits. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, ça, c'est pour les grands comptes, plus de 50 000 utilisateurs. Il y a ByDesign, donc la solution intermédiaire qui, elle, orienté PME. Voilà, grosse PME, qui avait été annoncée, qui avait été conçue pour le cloud, donc annoncée il y a 4-5 ans, peut-être un petit peu plus même. Et puis il y a Business One pour les TPE. Donc on a ces trois solutions de SAP, de ERP disponibles pour le cloud. Et donc il y avait une enquête qui avait été faite l'année dernière par l'USF sur les utilisateurs SAP francophones.
et qui montrait quand même que l'évolution de l'ERP, qui est sans doute dans les différents familles de progiciels, celle qui évolue le moins rapidement vers le cloud. Et effectivement, une des réponses apportées par les utilisateurs, c'était que 1 sur 4 seulement était prêt, donc 1 sur 4 utilisateurs de ERP étaient prêts à évoluer vers le cloud. Donc on voit bien que là, pour le coup, l'évolution va être relativement lente. Alors rien à voir, hein, pour le coup, on passe d'un sujet complètement différent. On parle d'un conglomérat, peut-être le mot est un peu fort, en tout cas d'une association d'acteurs, des principaux acteurs hein, de l'IT autour de la problématique de cybersécurité. Et c'est une annonce de la semaine dernière. Hein. Oui, alors effectivement, donc là pour l'instant c'est 6 acteurs, donc ils démarrent, après il y en a d'autres qui vont sans doute arriver. Dans ces 6 acteurs, donc il y a IBM, AT&T, Nokia, donc c'est des acteurs, bon les deux premiers en tout cas des acteurs de poids. Il y a Palo Alto Networks, il y a Symantec, donc aussi important. Et un autre qui s'appelle Trustonic, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, je ne l'ai pas cité parce que, un, j'avais oublié, et deux, c'est pas un acteur... oui, mais pas très connu dans nos contrées. Donc, ces 6 acteurs, en fait, donc, constituaient une alliance qui va se pencher sur les problèmes de sécurité dans l'Internet des objets. Et on sait que c'est un problème, on l'a vécu déjà l'année dernière, hein, puisque dans tout ce qui est DDoS, les objets avaient été utilisés comme une plateforme pour envoyer des attaques. On sait que par conception, les objets de l'Internet des objets, pour des raisons à la fois parce que peut-être on n'avait pas pensé au départ, pour des raisons d'économie, n'avaient pas été pensées sécurité dès le début. Et donc on arrive aujourd'hui, je dirais, à un environnement, à un écosystème, l'Internet des objets, pour lequel la sécurité est vraiment un problème fondamental. Alors bon, cette alliance, il n'y a pas de production, si je puis dire, c'est juste la mise en commun de réflexions sur des cas concrets pour essayer de faire évoluer les normes, pour peser un peu sur l'industrie. Et donc il y a vraiment matière à réfléchir assez lourdement sur la question, parce que si on prend les chiffres du Gartner, en 2015, l'ensemble alors à la fois ce qu'ils appellent les endpoints, donc c'est les capteurs, les objets qu'on met un peu partout, et puis les bases qui récupèrent les données, les informations, ça représentait 6 milliards de dollars. En 2020, c'est 4 fois plus. Donc on voit bien que, on le sait, hein, l'Internet des objets va exploser et les problèmes de sécurité vont exploser avec. Donc l'idée de cette alliance ne paraît pas mauvaise. Inutile. Assez utile. Bon, qu'est-ce qu'elle va donner, on verra bien, mais en tout cas, c'est important de se pencher sérieusement sur la question. Il manque quand même pas mal d'acteurs importants. Oui, pour l'instant, bien sûr. Mais alors, bon, alors évidemment, c'est toujours le problème des alliances, c'est-à-dire que, évidemment... Est-ce qu'il va y avoir des alliances concurrentes? Voilà, c'est ça. Et ils sont à la fois, ils font de la collaboration, mais ils sont concurrents, donc c'est toujours ce problème de le bon dosage, mais en tout cas, bon, même s'il y en avait une concurrente, ce serait quand même intéressant que l'ensemble des acteurs mutualisent leurs ressources pour se pencher sérieusement sur la question. Très bien, ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on se penche sur... enfin, c'est les semaines à venir d'ailleurs. Oui, hein. On se penche sur l'installation de Windows 10 de Microsoft avec des données un peu... contradictoire sur le sujet, avec une progression qui n'est pas évidente. Hein. Absolument. Donc en fait, vous vous souvenez, Windows 10 avait été annoncé un peu en fanfare par Microsoft, même si on l'a déjà dit, hein, l'annonce d'un OS pour PC aujourd'hui, c'est quelque chose qui, voilà, il y a 10-15 ans, c'était l'annonce de l'année. Aujourd'hui, ça passe un peu inaperçu. Néanmoins, donc là, pour le coup, Microsoft avait changé un peu. Donc ça, c'est l'influence de Satya Nadella, le CEO de Microsoft, avait changé un peu de fusil d'épaule en faisant une version gratuite pour la première année pour essayer de booster un peu la migration vers Windows 10. Et donc, en fait, on arrive aujourd'hui à 400 millions de postes de travail qui sont sous Windows 10 et ce chiffre-là est le même depuis déjà plusieurs mois. Donc en gros, ça évolue très lentement. Et Microsoft avait annoncé 1 milliard de PC
sous Windows 10 en mi-2018 et est en train de rétro-pédaler et ne parle plus trop de chiffres, sachant que maintenant, évidemment, la migration est devenue payante et donc ça a considérablement ralenti l'évolution vers Windows 10. Donc si on évalue le parc, donc les différents instituts d'études évaluent le parc de PC à peu près 1,5 milliard de PC dans le monde, 400 millions, on voit bien, c'est quand même un peu plus de 25%. Un petit tiers. Un petit tiers, c'est pas considérable. Donc maintenant, Microsoft est, je dirais, face à la gestion de 4 ou 5 OS différents sur des PC. C'est donc un gros défi, c'est sûr, pas une mince affaire. Donc finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de laisser Windows 10 gratuit indéfiniment pour que les gens migrent? Bon, c'est une autre question, mais en tout cas, la réalité, c'est celle-là aujourd'hui, quoi. Très bien, bah écoutez, c'est noté, on en parlera sûrement dans les prochaines semaines. Et puis pour finir, un petit coup de gueule, on revient on parlait la semaine dernière du Privacy Shield et les problématiques des données qui seraient susceptibles de partir aux États-Unis avec de nouvelles contraintes réglementaires. Et là, un nouveau, j'allais dire, coup du sort, ou en tout cas changement de fusil d'épaule des autorités américaines, en l'occurrence là d'un juge, qui a demandé à Google de bien vouloir rapatrier des données situées sur des serveurs situés en dehors des États-Unis, mais les rapatrier aux US, sachant que, si je me souviens bien, il y a quelques mois ou quelques semaines, un autre juge avait été débouté de la même demande avec Microsoft. Je pense que vous avez dit à peu près tout. Donc effectivement, l'idée c'est qu'un juge américain a demandé à Google de rapatrier des emails d'un suspect, des données qui sont en dehors des États-Unis, de les rapatrier sur un serveur aux États-Unis. Et donc, en fait, ce qui est assez amusant, si je puis dire, entre guillemets, c'est qu'il a juste demandé de rapatrier les données, donc les mails, et que, en gros, ça n'empêchait pas le propriétaire de ces mails, ça ne le gênait en rien. Et rapatrier, ça ne veut pas dire pour autant... les enlever. Donc, c'est une nuance qui est un petit peu particulière, donc je pense qu'il faut être juriste pour ce genre de choses. Et effectivement, il y a eu le cas de Microsoft il y a quelques temps, qui avait des données, je crois que c'était en Irlande, un juge américain avait fait la même demande et avait été débouté. Donc en ce moment, il y a beaucoup de conflits juridiques aux États-Unis, même au plus haut niveau, hein, on l'a vu la semaine dernière. Donc on va suivre ça, mais enfin en tout cas, effectivement, si Google cédait à la pression, à la requête de ce juge, je crois qu'ils ont fait appel de toute façon. Oui. Ça ferait, oui, bien sûr, pour l'instant, ils tiennent bon. Mais s'ils étaient perdants en appel, ça veut dire que ça ferait jurisprudence et donc la brèche serait un petit peu ouverte. Donc ça, pour le coup, on le suivra de manière très, très attentive. C'est vrai que tout ça pose quand même des questions. C'est un gros débat dont on parle, hein, effectivement. Comme vous l'avez dit, on a parlé du Privacy Shield qui a été remis en question par Donald Trump. Donc c'est vraiment des questions qui sont vraiment d'actualité pour l'instant. Et qui sont quand même assez essentielles pour les acteurs américains, parce que ça pose quand même des questions assez fortes sur les capacités à stocker en toute sécurité des données, y compris sur leur data center situé en Europe. Et ça repose aussi le problème des acteurs locaux qui ont cet argument à faire loi-là en disant, OVH par exemple, dit nous on a nos data centers en France et il n'y a pas un juge américain qui va nous demander de les envoyer aux États-Unis, quoi. Très bien, écoutez, comme vous l'avez dit, un sujet qui reviendra sûrement sur la table dans les semaines ou les mois à venir. En attendant, écoutez, nous souhaitons une excellente semaine à tous nos internautes qui nous ont regardés pendant ces quelques minutes. Et puis je vous propose de retrouver la semaine prochaine pour une édition traditionnelle d'Informatic News Hebdo. À bientôt, merci.